Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture. J'ai pas mal lu au mois de février, j'ai réussi à lire tout ce que j'avais prévu de lire. Et donc je vous présente la fin de mes lectures du mois de février. Je vais commencer comme d'habitude par tout ce qui est fantasy, science-fiction, fantastique. Et ensuite je vais m'acheminer doucement vers la littérature plus blanche et surtout les polars. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Je commence tout de suite avec une lecture fantasy qui est un premier tome. Il s'agit du premier tome de L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. C'est un premier tome qui est sorti en 2022, il me semble. Et le deuxième tome, parce qu'il s'agit d'une duologie, est sorti au mois de février 2023. Et ce deuxième tome sera l'objet d'une prochaine vidéo parce que j'ai prévu de le lire au mois de mars. Nous sommes donc dans une fantasy plutôt young adult. Nous allons suivre trois personnages. On va suivre Cillian, qui est un personnage qui a, je pense, oui, 15-16 ans, on ne sait pas tout à fait. Il bégaye, donc, et il est orphelin, il bégaye. En gros, c'est un peu le bouc émissaire de sa bande de copains. Et un jour, il va, alors que ses copains le poussent un peu à bout dans ses retranchements, dans une maison étrange, isolée dans les bois, il va trouver un home. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un home, c'est en fait, en gros, c'est le casque des chevaliers en forme de loup. Il va le mettre sur sa tête et il va être à partir de là affublé d'une malédiction, puisqu'en fait un démon loup va s'emparer de Cillian et en gros lui dit: si tu retires ce home, le loup va prendre le dessus et je vais dévorer et tuer tout le monde. Donc Cillian est condamné à vivre avec ce casque sur la tête. Vous pensez bien que tout de suite on va le prendre, nous sommes dans un univers médiéval de fantasy, pour un lycanthrope, un homme-garou, donc il va très vite fuir. On va également suivre un deuxième personnage qui est un mercenaire sur le retour. Donc il a combattu dans l'armée du roi contre les Tarantas. Les Tarantas, ce sont des femmes araignées qui sont considérées comme des sorcières. Il faisait partie de l'Inquisition, il est revenu d'une campagne de la guerre et en gros il est devenu une sorte de mendiant. Et lui, il va faire la rencontre d'un cerf, et dans le cerf, à l'intérieur de l'œil du cerf, il aperçoit un enfant pris dans des toiles d'araignée. Et il réalise qu'il s'agit de son fils, et que son fils, en gros, est victime d'une malédiction. Et le troisième personnage que l'on va rencontrer, c'est Erin. Elle, c'est une jeune femme, elle tisse dans le royaume de Grace. Elle a perdu sa mère, son père est alcoolique, c'est assez compliqué. Et on va l'accuser d'être une Taranta, c'est-à-dire d'être une femme sorcière araignée. Voilà. Et on va suivre d'abord ces trois personnages de manière séparée, puis quelque chose qui fait qu'ils vont bien sûr se retrouver. Et on va les suivre dans leur quête. Je n'en dirai pas plus. C'est de la fantaisie qui reste assez classique, le schéma assez classique. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice fait un parallèle, bien sûr, entre les femmes qu'on associe à des tarantas, à des sorcières. Voilà, une femme qui a un peu de pouvoir, qui a un peu de liberté, tout de suite on va la juger comme étant une sorcière et donc on va la soumettre à l'inquisition, on va la soumettre à la torture, à la question. Il y a un parti pris féministe qui est très très intéressant. Ce premier tome se termine d'une manière assez intrigante et j'ai hâte du coup de lire le deuxième tome, le second tome du coup, et je viendrai vous en parler lorsque j'aurai terminé cette duologie. Je voulais juste vous signaler la couverture qui est magnifique, qui a été réalisée par Aurélien Polis, il me semble. Ouais, exactement. Et je la trouve vraiment très très belle. Aurélie Wellenstein, je la découvre ici, c'est mon premier roman de cette autrice, j'aime beaucoup sa plume. Mais ça reste quand même de la fantaisie plutôt young adult à cause de l'âge des personnages, mais c'est vraiment de la fantaisie de qualité pour le coup. Je passe ensuite à de la science-fiction, puisqu'avec David,
en lecture commune, nous avons lu Alien Earth de Megan Lindholm aux éditions Actu SF. Megan Lindholm, ce n'est autre que Robin Hobb, c'est son vrai nom en fait. Robin Hobb est un pseudo sous lequel elle a écrit, vous le savez sûrement, L'Assassin Royal. Et ici, il s'agit d'une édition collector que les éditions Actu SF ont ressorti au moment de Noël. Mais c'est un ancien titre qui date de 1992. Je le signale parce que je trouve que ce titre n'a pas vieilli d'un iota et c'est ce à quoi je pense. On voit que l'autrice est une très grande autrice parce que voilà, ça a un certain âge, il a 30 ans hein, son bouquin, et je trouve que ça n'a pas pris une ride tant dans les thématiques que dans l'écriture de l'autrice. Nous allons être principalement dans un huis clos. La Terre a été évacuée suite à, on va dire, pas l'invasion parce qu'ils sont pas venus envahir, mais on a des arthroplanes qui sont des sortes d'aliens insectoïdes qui sont venus prévenir les hommes qu'il fallait évacuer la Terre parce qu'elle était trop polluée, les ressources s'asséchaient, les animaux disparaissaient, et donc pendant, alors ça s'est pas fait en une semaine, pendant au moins un siècle, les hommes ont été évacués dans des énormes vaisseaux vers une lointaine galaxie. Ils ont colonisé en gros 2 planètes principales qui s'appellent Pollux et Castor. Castor et Pollux. Et on s'aperçoit que la population des hommes diminue fortement puisque les hommes ne peuvent plus se reproduire de manière naturelle. Ils sont obligés de... En gros, on fait des fécondations in vitro. On va juste réintroduire le fœtus pendant 3 mois dans le ventre de mère porteuse et les enfants sont même accouchés de manière complètement artificielle. Bref, du coup, vous avez un... Excusez-moi, à chaque fois que je parle, j'ai la gorge qui s'enroue au bout d'un moment. On va suivre principalement 3 personnages. Nous, on va suivre John et Connie, qui sont respectivement capitaine et second dans un énorme vaisseau. Alors il faut imaginer que les vaisseaux sont des sortes d'animaux vivants. Voilà, les vaisseaux sont qu'on appelle des... alors elle s'appelle Évangéline, ce vaisseau. Moi j'avais imaginé ça dans ma tête, c'était comme une énorme tortue, voilà, qui se déplace à travers la galaxie. Cette tortue, elle est pilotée elle-même par un orthroplane. Enfin, elle est connectée à un orthroplane, c'est un alien insecte qui dit au vaisseau bah faut aller par là, il faut mettre plus de lumière, etc. Bon, c'est un univers un peu étrange, mais on est dans de la science-fiction. Donc je reviens à John et Connie, on va leur demander une ultime mission d'aller sur Terre, alors pas d'aller sur Terre, mais en tout cas d'aller dans l'orbite de la Terre pour collecter des données et pour assurer que la Terre n'est plus viable. Je vais y arriver. Donc voilà, notre personnage de John et de Connie qui vont partir pour un très très grand voyage, vous imaginez. Donc il y a des moments où ils sont complètement en stase, en sommeil, où l'arthroplane les réveille de temps en temps pour engager la discussion. Donc c'est un huis clos, on est principalement à bord du vaisseau. Et tout au long du roman, on va se demander, est-ce que la Terre est vraiment foutue ou est-ce que les arthroplanes, je vous rappelle qu'ils sont des aliens, n'auraient pas plus ou moins menti sur la vérité et auraient dissimulé aux hommes, à l'humanité, le fait que la Terre est finalement de nouveau habitable. Donc on va être là-dedans. Alors, sachez que l'action est quand même très lente. Si vous avez envie d'un roman de SF hyper rapide, avec beaucoup d'action, passez votre chemin, ce ne sera pas fait pour vous. Déjà, le voyage en lui-même vers la Terre va se mettre au bout de 250 pages. Avant ça, il y a toute une mise en place de l'univers par l'autrice, sur le sort de l'humanité, sur les aliens, sur toutes ces interactions dont je vous ai parlé, ces espèces de vaisseaux qui sont pas vraiment des vaisseaux, qui sont des espèces d'animaux qui véhiculent. Voilà, il y a tout un monde, un univers qui est posé. Mais moi, ça m'a pas du tout posé problème, au contraire. J'ai adoré, je trouvais que c'était vraiment très très bien construit. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on se rend compte très rapidement, et c'est pas du spoiler, on se rend compte très rapidement que le personnage les aliens manipulent les humains.
Voilà, et que si on fait se reproduire les humains non plus de manière naturelle mais de manière artificielle, c'est pour contrôler les naissances. Voilà. Et en fait j'ai beaucoup aimé. La fin du roman m'a beaucoup surprise parce que je m'attendais à quelque chose et en fait elle est partie dans une autre direction. Et en fait elle aurait écrit encore 200 pages, ça m'aurait pas gêné. J'ai adoré son style. Ça met en perspective aussi beaucoup de réflexions philosophiques sur l'éveil à la conscience, sur le rapport qu'on a aux autres, le rapport qu'on a au monde. Ça entraîne en fait beaucoup de réflexions et ça m'a beaucoup marqué. Et il y avait une sorte de tension, je trouvais, sur qu'est-ce que John et Connie vont découvrir sur cette terre. Sachant qu'à bord, je vous l'ai pas dit, il y a un autre personnage qui s'appelle Raef, qui est le premier humain à avoir été évacué de la Terre. Lui, il se rappelle de ce que c'est que la Terre, comment il a encore ses souvenirs de quand il était gamin. Donc c'est comme il est plongé en stase tout le temps, il a vraiment un... physiologiquement, il a, je sais pas combien d'années il a des centaines d'années, mais en fait il en paraît 50. Et en fait c'est finalement Raef, le dernier humain véritablement qui a habité la Terre et qui pourrait apporter des réponses à l'humanité entière. Il y a toute une histoire aussi avec les livres, parce que quand on a dû évacuer la Terre, il y a certains livres qui ont pu être sauvés, d'autres ont été complètement abandonnés. Donc ce sont les aliens qui ont sélectionné les livres qui pouvaient être abandonnés. Donc il y a tout un trafic autour de la littérature. Qu'est-ce que les hommes peuvent lire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas lire, parce que certains romans, certaines publications vont apporter des réponses à leurs questions. Voilà, en fait elle soulève énormément de questions. On n'a pas toutes les réponses, il ne fait que, j'ai envie de vous dire, hein, ça va être, pour certains ça va être énorme, il ne fait que 550 pages, mais elle aurait pu encore en écrire un deuxième là-dessus. Moi ça ne m'aurait pas gêné tellement ça soulève plein de questions très très intéressantes, éthiques, philosophiques. Voilà, donc allez jeter un œil, c'était une très très bonne lecture, je ne regrette pas du tout, vraiment, c'est une lecture qui restera longtemps gravée. Je continue avec... alors là, j'ai fini pour tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction. Je passe à la littérature blanche. Je vous présente donc La saison des ouragans de Fernanda Melchor, c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman mexicain. Alors on dit de Fernanda Melchor qu'en gros c'est la grosse révélation de la littérature mexicaine actuelle. Âme sensible, s'abstenir. Nous sommes dans un village complètement paumé au Mexique. C'est la Matosa, voilà, le village de la Matosa. Et on va retrouver le corps de la sorcière noyée dans un marais. Et on s'aperçoit qu'elle ne s'est pas noyée, en fait c'est un meurtre. Et en fait, on va donc remonter le fil du temps pour savoir qui a pu commettre ce meurtre. Alors vous avez déjà une grosse introduction qui vous présente qui est cette sorcière. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la sorcière? Donc en gros, la sorcière c'est juste une femme qu'on vient chercher de temps en temps. Alors est-ce une femme ou est-ce un homme? Déjà une grosse question. Mais on vient en tout cas la chercher quand on veut un remède d'amour pour ramener l'être aimé, si on veut se faire avorter, si le gamin a la fièvre, etc. On vient la chercher pour tout et n'importe quoi. Donc elle est très utile, mais en même temps elle est crainte. Et elle est méprisée par les villageois. Pourquoi a-t-elle été tuée? On disait, la rumeur disait que la sorcière cachait un trésor dans sa maison. Est-ce que c'est l'appât du gain qui fait qu'on l'a tuée? Et donc au fur et à mesure, on va donc remonter dans le temps et on va suivre 4 personnages en tout qui seraient susceptibles de l'avoir tuée. Voilà, on va suivre notamment Norma qui est une jeune femme de 13 ans. On va suivre Louise Mi, qui est son petit ami, qui a 17 ans, qui est complètement drogué. On va suivre Munra, qui est un camionneur, qui va avec une prostituée. Voilà, ça vous pose le décor. Et on vit Brando, on suit Brando, qui est un misogyne de première alcoolique. C'est très court, ça fait 280 pages. C'est ultra violent. Dans le sens, c'est pas de la violence pour faire de la violence, mais c'est la réalité. C'est la misère d'un petit village mexicain avec des femmes qui sont contraintes de se prostituer pour survivre, la drogue pour oublier un quotidien misérable, l'alcool. C'est... Voilà, vous lisez, si vous n'êtes pas bien, lisez pas ce bouquin, parce que ça va vous déprimer. En plus,
je vous mets quand même en garde sur la plume de Fernanda Melchor qui est assez compliquée à appréhender au départ parce qu'elle fait des phrases ultra longues avec des dialogues qui ne sont pas signifiés ou beaucoup de discours indirects libres. Donc la prise en main est un peu complexe. Après, après un chapitre, on a pigé comment ça se passait. Moi, ça m'a plus posé de problème. Mais voilà, sachez où vous mettez les pieds parce que c'est pas forcément évident à appréhender. Donc, si vous allez en librairie, feuilletez-le pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est la misère la plus totale. Elle sait de quoi elle parle. Elle n'est pas non plus dans le voyeurisme, mais elle nous montre les choses telles qu'elles sont. Et entre ces villageois qui sont pris entre les cartels de drogue, essayer de s'en sortir, l'appât du gain vers d'autres villes un peu plus grandes. Comment on fait quand on n'a rien? On n'imagine pas la misère de ces gens quand on n'a vraiment rien de rien. Mais quand je vous dis quand on n'a rien, la gamine, Norma, elle va se tirer de chez elle avec son gilet sur les épaules, des mauvaises chaussures aux pieds et c'est tout. Donc comment est-ce qu'on fait, voilà, quand on n'a rien du tout et qu'on doit fuir la misère, se jeter dans les bras d'une misère plus grande, essayer d'oublier sa misère dans l'alcool, dans la drogue, c'est terrible. On a des réponses à nos questions à la fin parce qu'on sait qui a tué la sorcière. Ouais, c'est un choc en fait, c'est une lecture assez choquante de ce point de vue-là. Donc, vous le conseillez? Oui, mais c'est pas évident non plus. Ensuite, celui-ci par contre je peux vous le conseiller, c'est Coucoum de Michel Jean aux éditions Point que j'ai lu dans le cadre du prix du meilleur roman Point. C'est un petit roman qui m'a beaucoup plu. Alors nous sommes au Canada, donc en tout cas en Amérique du Nord mais côté Canada, Québec. Et on va suivre Almanda. Alors on sait pas vraiment quand est-ce qu'on est, je dirais qu'on est peut-être fin 19e, début 20e siècle. Je dirais, elle a 15 ans, elle est orpheline, elle n'a jamais connu ses parents, elle est élevée par son oncle et par sa tante qui s'en occupent très bien. Et un jour elle va croiser le chemin de Thomas qui est un jeune Innu, donc c'est un Indien en fait. Et ils vont tomber amoureux, elle va tout plaquer, elle va suivre Thomas dans sa tribu, elle va se faire accepter par sa famille, et puis en fait on va suivre Almanda. Donc c'est... Oui, c'est elle qui raconte. Elle va nous raconter en fait comment ça se passe. La vie quand on est indien. Donc une vie assez idyllique, complètement en accord avec la nature. Ils se déplacent quand il va commencer à faire froid, ils vont dans tel endroit. Elle va apprendre à chasser, elle va apprendre à faire tout ce qu'on fait dans cette tribu indienne. Elle va avoir des enfants, elle est très très heureuse. Et malheureusement, l'homme blanc va arriver, le colon va arriver pour couper les bois, pour déforester les bois, les bûcherons, etc. Et en fait, elle va nous faire part du fait que tous ces autochtones ont été chassés de leur territoire. Ils ne pouvaient plus accéder à leur territoire avec les colons qui chassaient, qui coupaient les arbres, qui ne respectaient pas la nature. Et en fait, elle nous explique complètement, et moi ça je ne le savais pas, parce que comment finalement les Indiens tombent dans l'alcool les uns après les autres. Ils n'ont plus de territoire, donc on les fout dans des villages, ils n'ont plus rien à faire, donc les hommes se mettent à boire, enfin les femmes aussi. Les gamins, ça j'étais pas du tout au courant, les enfants, le gouvernement canadien décrète que les enfants sont des sauvages, donc il va falloir les éduquer, les rééduquer, donc on les prend à leurs parents, on les met dans des pensionnats catholiques dans lesquels ils vont vivre des traumatismes, des mauvais traitements. Enfin c'est terrible, c'est tout un pan de l'histoire canadienne qui est encore tabou, je pense aujourd'hui. Ce qu'on a fait subir à ces populations, c'est terrible. Voilà. Sachant que c'est basé sur une histoire vraie, puisque Michel Jean, Almanda était, je pense, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Donc il romance en fait l'histoire de son arrière-grand-mère. Et Coucoum, en langage Innu, ça veut dire grand-mère. Voilà. Alors il n'y a pas d'intrigue, je vais pas vous dire il y a une intrigue de folie, on suit juste Almanda dans sa vie de tous les jours au sein de cette tribu. Mais c'était beau, parce que le début est beau, c'est vraiment la communion avec la nature, on sent vraiment qu'ils sont attachés. Quand ils prennent la vie d'un animal, c'est pas pour le tuer,
pour le tuer, c'est pour le manger en fait. Et à chaque fois il remercie la nature de cette offrande. Et puis on voit vraiment la fin de cette vie idyllique avec l'arrivée de l'homme blanc, comme d'habitude, qui fout la merde partout. Voilà. Donc, excellente lecture. Je vous le conseille vraiment. C'était très très intéressant. Et j'ai même eu vraiment ma petite larme à l'œil à la fin. Donc j'ai terminé tout ce qui était lecture, littérature blanche. Je passe à tout ce qui est polar. Je vous présente Cupidité de Deon Meyer aux éditions Gallimard dans leur collection Série Noire. C'est un livre qui est sorti au mois de novembre. C'était un service presse qu'on m'a envoyé et j'avais vraiment pas du tout eu le temps de le lire, honte à moi. Et je l'ai lu pendant les vacances de février et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment kiffé cette lecture. C'était vraiment très 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 bien. C'est mon premier Deon Meyer, donc c'est un écrivain sud-africain, pour ceux qui ne savent pas qui est cet auteur. Ici nous sommes dans la 8e enquête d'une saga où on va suivre des personnages, des flics qui font partie de la brigade des Hawks. C'est une brigade un peu d'élite. Alors moi j'ai pas lu ceux d'avant, mais ça m'a pas du tout posé problème parce que, bon, comme d'habitude, il sait y faire. Hein. Il resitue qui est qui, un petit peu la vie perso des personnages, donc ça ne m'a pas gênée. Et en fait, au départ de ce bouquin, on suit Benny et Vogue, je pense que ça se prononce comme ça, Vaughn, qui sont coéquipiers et qui vont se faire mettre à l'amende. Ils ont fait une bêtise, et en gros on va les muter dans un commissariat de province où il se passe pas grand chose, à part retrouver qui a écrasé le chien du voisin et qui a volé le vélo. Voilà. Et ils arrivent sur une affaire qui paraît d'abord assez simple. Un jeune étudiant a disparu. La maman de cet étudiant, dont ils sont très fusionnels, dit que son fils ne l'a pas rappelé, etc., que c'est pas dans ses habitudes. Un étudiant brillant, notamment en informatique. Et il va s'avérer très vite que c'est pas juste une escapade d'un week-end. A priori, cet étudiant a vraiment disparu. A-t-il été tué? A-t-il été enlevé? C'est ce que l'enquête va être menée donc par Benny et par Vaughn. Parallèlement, on a une autre intrigue où on va suivre Sandra qui est agente immobilière. Elle est contactée par un richissime homme d'affaires qui est milliardaire, qui s'appelle Jasper Boonstra, qui veut vendre un de ses biens. Il fait appel à Sandra. Alors il veut vendre son bien sans qu'on sache que c'est lui qui vend, parce que lui il a fait des magouilles, il a le fisc aux fesses, donc il veut vendre avec toutes ses sociétés écrans, etc. Et donc Sandra doit trouver des acheteurs. Et elle n'a pas vraiment le choix. Alors ce type est ignoble, hein. C'est un gros prédateur sexuel, misogyne, tout ce que vous voulez, mais elle se dit qu'il faut qu'elle fasse affaire avec lui parce qu'elle est complètement acculée par les dettes et qu'il faut qu'elle sauve sa famille de la banqueroute. Donc elle accepte de faire affaire avec lui et de trouver des acheteurs pour sa maison. Donc vous l'avez deviné, cupidité, c'est bien sûr les deux affaires qu'on va suivre parallèlement vont concerner des affaires de sous, en fait, de cupidité. J'ai beaucoup aimé. Alors attention, là aussi ça met du temps à se mettre en place. Je dirais qu'il faut bien, il est gros, hein, il fait presque 600 pages, il faut bien 200 pages pour qu'il commence à se passer des choses. Les 200 premières pages, on va suivre d'un côté Benny et Vaughn, on va suivre de l'autre côté Sandra. Et puis il se passe un truc avec Sandra à un moment donné où je ne l'ai pas vu venir. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, il prend des risques l'auteur là. Et à partir de là, je n'ai pas pu lâcher le bouquin. Et c'est l'intrigue un peu pépère de Sandra, agente immobilière, qui m'a complètement happée. C'était trop bien. Je ne vous dirai pas ce qui se passe bien sûr, mais c'était génial. À partir de là, j'ai pas pu décrocher. L'enquête des flics Benny et Vaughn, elle est intéressante aussi, mais du coup elle est un peu passée au second plan pour moi. Pour une fois, les intrigues ne se rejoignent pas vraiment. Il y a un fil vraiment ténu qui permet de les rejoindre. Et je trouvais ça quand même assez culotté de la part de l'auteur. Et ça finit sur une espèce de twist final avec Sandra. Et c'est pareil, j'ai
adoré, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Donc c'est sûr que cet auteur, bah, je regarderai ce qu'il a fait d'autre, mais c'était une excellente lecture, un peu lente à se mettre en place au démarrage, c'est pour ça que pour moi c'est pas un coup de cœur, parce que je trouve que vraiment il met du temps à tout caser, à poser son univers. Mais une fois que ça part, c'était vraiment trop bien. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec Sandra, on est en plein dans tout ce qui est MeToo, toutes ces affaires-là. J'ai trouvé ça très très intéressant, la manière dont c'était traité par l'auteur. Donc allez-y, c'était vraiment excellent. Et je termine avec mon coup de cœur, sur lequel je passerai assez vite parce qu'il s'agit d'un 3e tome et la fin d'une trilogie. Il s'agit de 1795 de Niklas Natt Hordag aux éditions Sonatine. J'ai adoré 1793, j'ai adoré 1794, j'ai adoré 1795. Bref, je ne peux que vous conseiller cette fabuleuse trilogie qui se passe donc à ces époques-là à Stockholm en Suède, où on suit alors ce qu'on appelle un boudin, c'est un ancien soldat qui est revenu de la guerre contre les Russes, à qui il manque le bras gauche, c'est Jean-Michael Cardell, qui va s'allier dans le 1er tome à Cécile Vinge, puis à Émile Vinge, pour résoudre des affaires criminelles, et surtout pour chasser un peu ce qui se passe dans les hautes sphères des hommes riches, qui voient passer tous leurs désirs, tous leurs fantasmes, toutes leurs perversions sous couvert de richesse. C'est excellent. À savoir que ce 3e tome est assez lent parce qu'en fait l'intrigue va être vue à travers le prisme de plusieurs personnages. Donc finalement on avance dans l'intrigue mais on revoit certaines choses à travers des points de vue différents. Donc ça j'ai trouvé ça comme très intéressant. C'est toujours aussi sale, aussi poisseux, aussi violent, aussi sanglant. Faut aimer, vraiment, faut aimer rentrer là-dedans. C'est une lecture quand même assez malaisante. Ça poisse, c'est sale, ça sent mauvais. Il faut vous imaginer un Stockholm rempli d'immondices, qui ça pue dans les rues. Il y a de la prostitution, enfin, je pense que c'est assez réaliste de ce qui se passait à l'époque. Et ça se finit d'une manière magistrale. Je trouve que l'auteur vraiment ne pouvait pas finir sa trilogie d'une autre façon. Voilà, pour moi c'est coup de cœur absolu, cette trilogie. Découvrez-la, les 2 premiers tomes sont sortis en poche chez Pocket, donc vous pouvez y aller. Je me dépêche de conclure parce que je vois que je n'ai plus de batterie. Voilà, c'est tout. J'ai terminé ce point lecture. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu certains livres, si vous les avez appréciés ou non. Venez en discuter avec moi. Venez aussi me suivre sur Instagram, c'est un réseau social sur lequel je suis très très active. J'organise plein de lectures communes, donc n'hésitez pas à me rejoindre. En attendant, pour une prochaine vidéo qui sera un book haul, eh bien, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très très vite. Ciao!